queer, fuir la persécution, cacher mon identité, résilience, boussole, Colibri, Centre des femmes présentes, des mots sur des mots. Des mots sur des mots. C'est une série balado où vous découvrirez le parcours de femmes qui ont témoigné de violences sous toutes ses formes et qui ont cheminé grâce à leur relation à l'art. Elles nous partagent les formes d'art qui les ont accompagnées et qui leur ont permis de transcender des circonstances difficiles de leur vie. Je suis Nathalie Nadon et accompagnée de Faiza Delaoui et de Mathilde Ouchegnon, je vous propose de rencontrer des femmes inspirantes et lumineuses. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois. Ouais. Et Faiza, tu as rencontré Georgélie, réfugiée parce que queer dans son pays d'origine. Qu'est-ce que ça nous dit, son parcours ? Ce que son parcours nous montre vraiment, c'est qu'on n'a pas toujours la possibilité, le choix de cacher la violence qu'on a vécue pour pouvoir en sortir. S'exposer, c'est une condition presque obligatoire dans certaines situations, quand c'est le droit des personnes, le droit fondamental des personnes qui vient être menacé. C'est la première question que je lui ai posée. Pourquoi le droit des personnes était si important à ses yeux? Parce que moi, avant d'être une femme, je suis quelqu'un. Je suis un être humain. C'est pourquoi moi, je vis sans jugement. Les droits des personnes, c'est ce qui m'importe le plus. Peu importe d'où tu viens, peu importe ton orientation sexuelle, peu importe ton identité de genre, ton expression de genre, de ton pays d'origine, ça m'importe peu. Mais c'est ton droit en tant qu'être humain. L'éducation, ça passe par la scolarité, ça passe aussi par des valeurs. Quelles sont les valeurs avec lesquelles tu as grandi en Haïti? Moi, si on veut parler des valeurs, je suis quelqu'un qui souvent aborde la vie telle qu'elle est. Dit telle qu'elle est, je suis quelqu'un qui a un grand cœur et qui ne juge pas et qui prend la vie de bon côté. Et je suis aussi une personne très résiliente. Je sais que c'est une force et j'ai fait face à beaucoup de difficultés en grandissant. Mais je me suis servi de mes expériences pour pouvoir progresser. Donc, en termes de valeurs, je suis quelqu'un qui est très patiente, résiliente. Et c'est toute une joie de pouvoir me retrouver, pour ne pas dire au milieu des défis, mais je sais que j'ai la capacité de tout surmonter. Donc, en termes de valeurs, si je le reprends, je suis très forte. Très forte. Et j'ai la capacité de motiver mon entourage. C'est vrai que ce n'est pas une chose assez facile, mais avec les mots, avec l'enthousiasme, avec aussi mon engagement, c'est un plus pour mon entourage. Le mot résilience, on l'entend beaucoup. Il est prononcé énormément ces derniers mois, ces dernières années, souvent de la bouche des femmes qui justement font face à ces difficultés, ta maman sans doute aussi. Toi, tu le définis comment, ce mot de résilience? C'est de trouver la force pour aller où on veut aller. Moi, je l'ai appliqué depuis le début de ma vie. Et ici au Canada, surtout dans mon parcours d'immigration, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. C'est de l'espoir avant tout et la force de continuer. Donc, je l'ai beaucoup utilisé. Ce n'est pas seulement le dire, mais j'ai fait preuve de résilience. Si on tient compte de
laisser son pays d'origine, migrer au Canada en pleine pandémie, dans un autre pays, un autre contexte où l'on parle une autre langue qui est autre que sa langue maternelle. Et on est plongé face à beaucoup de défis s'il n'y avait pas de résilience. Si je n'étais pas une personne résiliente, je n'allais pas pouvoir surmonter. Donc c'est la capacité vraiment de voir les choses de bon côté et de pouvoir persévérer. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce fils pour lequel tu as laissé un pays? Ah, mon fils est un garçon de 11 ans, assez spécial pour moi et je pense que il me motive beaucoup. Il me motive et c'est dur. Je vis une douleur assez intense parce que ça me fait ce mois-ci comme un peu 3 ans depuis qu'on s'est séparés. Et je ne vais pas dire que je ne sais pas quand que je vais pouvoir le revoir parce que ça ne dépend pas de moi, ça dépend vraiment de l'immigration canadienne. Mais il me donne beaucoup de force. Donc, quand j'ai vu toute l'opportunité qu'offre le Canada à un être humain, donc je me suis dit, ben là, je suis moins en danger, que je peux profiter, soit de vivre ma vie pleinement. Mais si qu'il y a beaucoup de stress, mais je suis moins exposé. Une mélodie à toutes celles qui mènent le combat. Leur courage allume l'étincelle de la paix ici-bas. Toutes celles qui subissent en prennent trop. Le poids de la vie est sur leur dos. Il faut qu'elles s'unissent aussitôt pour enfin être libres de ce chaos. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. L'espace public en Haïti, comment est-ce que cet espace te mettait en danger comme personne queer et ou comme femme? En Haïti, pour ne pas dire que les droits humains ne sont pas respectés avant même d'aborder comme l'orientation de la personne ou l'identité de genre, je ne faisais pas au début face à des menaces directes parce que compte tenu de ma position, quand je dis ma position, parce que normalement en Haïti, si on aime mieux, tout dépend de l'école qu'on a fréquentée, sa position sociale. Donc il y a des choses qui sont moins, tu es moins risqué, une personne moins risquée si tu as au moins une voiture. Il y a des zones dont tu habites, donc tu es moins en danger que quelqu'un. Moi, ce que je te dis là, c'est par le passé. C'est pas l'Haïti de 2022 que je te parle, où toutes les zones sont vraiment devenues des zones de non-droit. Donc, comme j'étais quelqu'un qui cachait qui je suis, qui cachait mon identité, c'était pour pouvoir être en sécurité. Donc, ceux qui me connaissaient directement m'ont fait des attaques directes, mais c'était de façon comme personnelle ou individuelle. Mais je n'étais pas ciblée par toute la population parce que je cachais mon identité. Mais, parlant de positionnement, en tant que femme, on sait que c'est vraiment une lutte qu'on mène à travers le monde où les femmes sont moins visibles. Le contrôle dont tu parles, c'est aussi le pouvoir des hommes. Le pouvoir des hommes dans le monde du travail. Moi qui ai vécu en Algérie, puis en France, on aimerait voir les choses évoluer, notamment quand il s'agit de harcèlement sexuel, par exemple. On sait que tu parlais d'une position qui protège dans l'espace public, l'accès à une voiture, ça a déjà résonné en fait pour moi, parce que c'est vrai que c'est un espace qu'on peut contrôler là autour de soi quand on circule. Les diplômes, l'expérience professionnelle peut nous permettre d'obtenir des postes, mais c'est un petit peu comme si à chaque fois on devait... Alors j'ai ce geste qu'on n'entendra pas, mais je pousse avec les bras là, comme si on voulait faire de l'espace autour de soi. Pour éviter le harcèlement, pour éviter aussi la persécution, tu as utilisé ce mot, c'est ce qui t'a amené d'ailleurs au Canada.
quelle forme de persécution finalement est-ce que tu as eu à vivre et tu t'es dit, qu'est-ce que tu t'es dit même? C'est stop, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'était pour dire en quelque sorte, stop. Stop parce que je voulais vivre ma vie, je voulais vivre mon identité. Donc, c'est vraiment difficile comme une personne queer d'essayer de se faire passer pour une autre personne. Du moins, d'essayer de vivre la vie de quelqu'un d'autre à travers ta vie. Donc, lorsqu'on se cachait toujours, c'est toujours difficile de dire qui je suis et on risque de perdre même son identité. Parce qu'on n'est pas... En Haïti, je n'étais pas Georges Lee. Je n'étais pas Georges Lee parce que je vivais la vie de quelqu'un d'autre. C'était pour me protéger. Donc, comme je faisais face à des persécutions pour mon orientation sexuelle et parfois pour mon expression de genre, il y a certains qui me trouvent que je suis trop masculine, que je devrais être féminine, X, ou... Parce que la société a des normes. La société... dans les livres qu'on lit, on voit la description pour eux, comment ils décrivent une femme, un homme, homme. Donc, l'hétéronormative, c'est quelque chose qui, dans mon cas, qui me faisait un peu souffrir parce que je m'identifie tantôt comme une personne queer, une femme lesbienne, comme je l'ai dit toujours. Donc, c'était pas facile de vivre ma vie en tant que telle en Haïti. Donc, je suis quelqu'un qui se cachait toujours, qui restait toujours dans le placard, mais qui faisait des bonnes choses, qui impliquait dans sa communauté. Parce que on n'introduit pas avec son orientation sexuelle quelque part. C'est si on veut parler de ça. Donc, d'abord dans mon environnement, avant de voir mon orientation, on voit la personne que je suis, mon implication dans ma communauté, la capacité à motiver les gens, à mobiliser, être sensible à mon environnement. Donc, c'est cette personne-là que j'ai vendue en Haïti, dans mon environnement. Parce que j'étais quelqu'un de très impliqué, surtout dans le sport. J'ai fait beaucoup de social. Donc, on me voyait quelqu'un qui aimait sa communauté, qui contribuait. Donc, c'était ce côté-là. Mais du côté personnel, dans ma vie privée, il y avait comme beaucoup de défis. Beaucoup de défis pour les gens qui connaissaient plus ou moins qui j'étais. C'était vraiment difficile. Puis à la fin, comme ma vie était plus ou moins en danger, si je peux l'utiliser, si je peux utiliser ce mot, comme ma vie était en danger, je me suis dit, il fallait faire un choix. Laisser le pays pour aller recommencer, ou, parce que je n'avais pas le visa canadien, j'avais le visa américain, donc je l'ai utilisé pour comme franchir la frontière, etc. Mais prendre une telle décision n'était pas facile. Mais je l'ai fait comme je disais au début, c'était pour ma famille, pour mon fils. Et pour moi, il fallait comme faire un choix. Et protéger la personne avec laquelle que je sorte. On est encore ensemble, donc en fait, c'est ça. C'est pas facile. C'était pas facile, mais je souffre jusqu'à date de ce rejet. Le rejet que j'ai vécu face à mon environnement. Je l'ai vécu au travail. Certains amis m'ont largué lorsque les choses ont tourné au vinaigre, qu'il y a eu comme des bouches à oreille, des gens qui, par rapport à une expérience, qui ont connu l'histoire, qui l'ont parlé, qui m'ont même menacé de faire une mauvaise publicité sur les réseaux sociaux, parce qu'on connaît le pouvoir des réseaux sociaux, comment ça peut détruire et comment ça peut aider quelqu'un à grandir aussi. Donc, il y avait beaucoup de menaces qui planaient autour de moi, donc il fallait vraiment tout abandonner, fuir pour pouvoir recommencer. Tout ce travail communautaire, ça ne suffisait pas pour les personnes autour de toi, toute cette contribution? Malheureusement non, parce qu'ils ne voyaient pas ce que j'ai apporté comme contribution dans la communauté, mais ils s'intéressaient à mon orientation sexuelle. Quelle est la situation aujourd'hui? La situation d'aujourd'hui, c'est que je continue mon chemin et merci à Franco Queer, au CACI pour son espace positif, parce que arrivé ici au Canada, il fallait trouver un endroit où les gens me ressemblent mieux. Il fallait pouvoir trouver ma communauté. Donc, le Collège Boréal qui m'avait
aiguillé vers Ocassie pour le projet Espace Positif. C'est là où j'ai commencé à faire du bénévolat. Je suis encore une championne bénévole, donc qui apprend de jour en jour sur les enjeux des personnes racisées. Donc, comme j'ai parlé tantôt de toutes les barrières auxquelles que j'ai fait face, de l'intersection qui me croise, qui me fait subir jusqu'à date beaucoup de marginalisation, si je le dis comme ça. Donc, je continue ma route ici au Canada, je continue mon implication et je suis bien contente que les gens m'apprécient ici au Canada pour qui je suis, pour ce que je fais. Cette blessure d'être persécutée, elle laisse des traces profondes. Est-ce qu'elle se ravive encore, cette blessure? Est-ce qu'elle se rouvre? Ou est-ce que tu as l'impression qu'elle se répète de moins en moins? J'étais victime d'un acte d'homophobie. C'était lors d'une première entrevue arrivée ici au Canada, à 3 mois. J'ai postulé pour un poste je pense que c'était le service à la clientèle. C'est quelque chose qui m'a toujours marqué. Puis, pendant l'entrevue, puisque c'était en pleine pandémie, le micro était... tout était virtuel, mais malheureusement. Bon, la personne ne l'a pas caché parce que la personne m'a parlé, le micro était ouvert. Ils étaient 3 à m'interviewer pour le poste. Et puis, la dame m'a dit bizarrement que oui, on a vu ton parcours, tu as fait une très belle entrevue, mais malheureusement, moi, je m'attendais à voir une femme-femme. Moi, j'aurais bien voulu que ça soit une femme beaucoup plus comme... Quand on parle de femme, on parle de la silhouette, on parle de l'élégance. Moi, j'aurais bien voulu que ça soit vraiment une femme pour le poste, pour pouvoir attirer les clients, mais pas... Puis, c'est quelque chose qui m'a choqué à peu près 3 ou 4 mois au Canada. Je n'étais pas au courant de mes doigts. Je ne connaissais pas mes doigts au début. Et je n'avais pas commencé à grandir mon réseau. Je ne connaissais pas encore Franco-Queer ou d'autres organismes communautaires vers lesquels que je pouvais aller ou porter plainte. Et c'est quelque chose qui m'a toujours marqué, mais c'était dur à croire que j'étais au Canada où j'ai vécu ça. C'était difficile à croire. Le racisme, oui, parce que je sais que je suis une personne noire dans un milieu blanc. Oui, ça pourrait être ça. Même discrimination ou racisme, oui, comme une personne francophone dans un milieu anglophone, oui. Pas comme en tant qu'une personne LGBT. Quelqu'un qui vient pour une entrevue, qui connaît bien les tâches pour le poste dont la personne a postulé, puis maintenant tu vises l'expression de genre de la personne. Ah, c'était mal perçu. Et je pense que ça arrive encore jusqu'à date. Il y a beaucoup de clients dans le travail que je fais qui subissent encore, ici au Canada, des actes d'homophobie. C'est moins visible que si tu étais peut-être dans un pays d'Afrique où tu aurais pu être agressé physiquement. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes, voire même certains organismes qui continuent, ou certaines entreprises qui continuent à augmenter le nombre des victimes. Au Canada, tu sauras bien ce que ton enfant en fera. Au Canada. Maintenant, veuillez accueillir le très honorable premier sinistre du dépotoir. Au Canada. Qu'est-ce qui t'a amené au Canada? Qu'est-ce qui t'a fait choisir le Canada pour échapper à la persécution et pour créer cet avenir que tu souhaites pour ton fils? J'ai toujours pensé le Canada, et c'était un pays de rêve. C'était un pays de rêve, parce que quand je faisais une projection, si je dois quitter le pays à l'avenir, peut-être pour des études, c'était toujours le Canada par rapport à la réputation, et puis le côté diversité culturelle. Donc tout ça m'a parlé
Donc, j'ai voulu dans ma tête, avant même de quitter le pays, de prendre quelle que soit la décision, c'est de choisir le Canada. Même si j'ai commencé à voyager tout vers les États-Unis depuis que j'avais 15 ans, je jouais au football, donc j'avais la possibilité de voyager, j'avais mon visa américain. Mais la perception que j'avais des États-Unis était différente de celle que j'ai pour le Canada, sans jamais visiter le Canada une fois. Pourtant, j'ai visité les États-Unis, mais je n'ai pas voulu rester une fois pour pouvoir comme dire que je vais rester, vivre ma vie ici ou demander de l'asile ici aux États-Unis. C'était quelque chose qui n'était pas dans ma tête. Le Canada, le choix, c'était d'abord pour la langue, c'était pour le droit de la personne, c'était une société assez ouverte où que je serais bienvenue. Combien de fois j'ai été mise devant mes défauts, jugée et condamnée tristement à cause de mes fautes. Mon Dieu, il les regardait de son beau nez. Il a dit stop, tout doit changer. En quittant l'espace de l'avocat, comme je cherchais une chanson pour me réconforter en janvier, on se perdait dans les rues, on ne connaissait pas où aller. C'était difficilement de prendre un bus pour pouvoir se localiser. C'était toute une période d'apprentissage. Nouvellement arrivé, personne ne va pas te porter comme un enfant. C'est à toi de te débrouiller dans un milieu où tout le monde est anglophone. Il fallait comme essayer de se sauver soi-même. Puis lorsque l'avocat a pris mon dossier, elle a décidé comme de tout régler avant le 20. C'est à partir de là que j'ai entendu cette chanson en faisant la route et ça m'a parlé. J'ai dit, oh. C'est comme, il y a une sorte d'espoir derrière cette chanson. Si tu veux bien, effectivement, nous lire quelques-unes de ces phrases-là qui t'ont apporté cet espoir en plein hiver. Tu n'as pas mentionné l'hiver, tu nous parles de cette marche, tu nous parles de ces transports. C'était en plein hiver. C'était en janvier. Déjà, le début me disait beaucoup de choses quand j'y pensais à tout ce que j'ai laissé. Mon confort, la famille et vivre dans un refuge qui était une première expérience assez surprenante. Donc, c'était pas évident. Mais cette chanson m'a donné beaucoup de force quand je l'ai entendue. Puis j'ai dit, mais non, cette chanson me parle. Ça, c'est mon histoire. On dit toujours que la vie, c'est mollo. Partir de zéro pour devenir héros. Non, ils m'ont pas vu venir. Ils m'ont négligé. Ils ont voulu me noyer, mais ils m'ont appris l'apnée. Puis quand j'ai pensé à mon histoire, j'ai dit, ça m'a parlé beaucoup quand je sais que je dois quitter tout. Et ici, je me demandais, est-ce que j'ai fait le bon choix de rester ici au Canada? J'ai dit, mais non, il faut prendre les choses mollo, comme disent les Ivoiriens. Puis à partir de là, ça m'a fait un déclic. J'ai dit, tu dois pousser. Et si on continue avec les autres phrases de la chanson, j'ai pensé à mon histoire, combien j'ai été rejetée. Combien de fois j'ai été mise devant mes défauts, jugée et condamnée tristement à cause de mes fautes. Mon Dieu, il les regarde de son trône élevé. Il a dit stop, tout doit changer. Puis j'ai dit mais non, mais ça c'est moi. Parce que comme je suis plutôt croyante, et tout ce qui se passe, je pense que tout ce qui m'arrive, c'est Dieu qui décide tout et tout. Et puis j'ai dit, mais non, j'ai été jugée, vraiment condamnée, même délaissée par des amis, certains membres de la famille. Mais ils ne savaient pas que j'allais trouver comme une porte de sortie. Quand j'ai pensé à l'avocat qui a pris mon dossier pour faire avancer les choses. Donc j'ai dit, mais non, si j'ai pu trouver l'avocat 2 jours avant la date, c'est que Dieu a un autre plan, que je dois pousser. Puis à partir de là, j'ai continué à garder l'espoir. Cette force avec le sourire aux lèvres, parce qu'on l'entend ce sourire dans ton histoire que tu racontes, il y a cette contestation
tu ne laisses pas faire avec le sourire. D'où ça vient? Ça vient de Dieu. Et c'est pourquoi je disais au début que je ne me laisse pas faire et j'utilise toutes mes expériences comme si je peux l'appeler boussole. Pourquoi? Parce que je sais que les expériences sont faites pour être vécues. La seule chose que tu as à faire, c'est vraiment de tirer les bons moments, le bon côté, et essayer d'améliorer ce qui n'ont pas été bons ou en ta faveur. Je ne dis pas jamais oublier ce qui n'était pas bon, parce que si tu oublies, tu n'as pas essayé d'améliorer, c'est sûr que ça peut reproduire. C'est vraiment tirer les bons côtés et améliorer ce pour lesquels que tu n'as pas été satisfait. Donc, avec toujours la force, le sourire aux lèvres, j'ai dit, ben non, ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est parce que Dieu a voulu. Ou du moins, j'avais fait quelque chose qui n'était pas bien. Je devrais le faire comme ça, mais je l'ai fait comme ça. Je vais essayer de faire de cette façon. Puis je ne me laisse pas marcher dessus. Je ne suis pas agressive. Je suis plutôt nature calme. Et comme je le dis souvent, je ne viens pas ici au Canada pour chercher de l'amour. Je ne suis pas à la recherche de l'amour. C'est-à-dire, ici, ce que j'exige de quelqu'un, ce n'est pas que tu m'aimes ou que tu m'acceptes. Ce n'est pas ce que je cherche. Mais c'est que tu me respectes. C'est ce que je cherche. Tu peux ne pas aimer une personne de la communauté LGBT. Tu peux ne pas aimer l'expression, l'identité de genre de la personne. Mais tu dois respecter la personne. Donc, avec la mentalité que j'ai, je n'ai pas besoin que tu m'aimes. J'ai besoin que tu me respectes. Je suis déjà quelqu'un qui est dans la catégorie des personnes racisées, avec toutes mes barrières. Donc, je ne permets pas qu'on m'ajoute des méchancetés. Je ne permets pas qu'on continue à me marginaliser. Et je sais que c'est à moi de me battre. Les lois sont là, mais je ne peux pas toujours me taire face aux violences, toutes sortes de violences. Parce que tu parles de respect de la personne. Si on peut revenir à ta maman, cette maman que tu as tout de suite mentionnée, que tu as même remerciée, qu'est-ce qu'elle t'a appris de ce respect-là? Qu'est-ce qu'elle te dit aujourd'hui ou qu'est-ce qu'elle te dirait aujourd'hui? Je peux parler un peu de sa fierté au-delà de qui je suis aujourd'hui. J'ai dit au-delà de qui je suis aujourd'hui, comme je m'identifie ouvertement comme une personne de la communauté LGBT, une femme lesbienne, qui est dans ma société, la société où j'ai grandi. C'est quelque chose de mal perçu. Je sais que c'est dur pour elle peut-être d'accepter tout ça. Elle ne m'a pas appuyée, mais elle ne m'a pas rejetée non plus. Mais je sais qu'elle est fière, comme elle me le dit toujours, de qui je suis devenue. Donc, j'ai pris la vie de bon côté. J'ai pratiqué tout ce qu'elle m'a inculqué. Donc, c'est respecter les autres, participer à ta communauté, vraiment de bonnes valeurs qu'elle m'a données. Donc, il y a le côté de mon implication dans la communauté, je l'ai puisé d'elle. Parce que ma maman, elle est une femme plutôt active, elle faisait tantôt de la politique, elle se mettait aux côtés des femmes les plus faibles, victimes de violences, toutes sortes de violences. Elle a même son organisation. Et je pense qu'aujourd'hui qu'elle a une troupe culturelle, que j'oublie quelque chose comme ça. C'est une troupe qui fait de la musique racine, puisque le racine, vaudou, ça c'est dans notre culture. Ma maman, elle chante, elle danse. Donc je sais qu'elle est fière de qui je suis devenue aujourd'hui. La petite qu'elle a grandi, mais qui a pris la vie de bon côté, qui a fait son choix, qui a fait sa vie, mais qui a respecté les principes qui lui a été inculqués depuis son enfance. Et qu'est-ce que tu dirais alors à cette
petite fille que tu étais. Si tu revenais en arrière et si tu chuchotais quelque chose à l'oreille de la petite fille de 5 ans que tu étais. Bon, la petite fille de 5 ans n'était pas consciente de qui j'allais être aujourd'hui. Et dans une autre société, c'est sûr qu'aujourd'hui, si j'avais 5 ans au Canada, c'est sûr que je pensais différemment de quand j'avais 5 ans en Haïti. Parce que c'était la société, avec la perception que j'avais, toutes les tristesses que j'ai connues, toutes les situations difficiles que j'ai vécues, c'était par rapport à la société où j'ai évolué. Mais aujourd'hui, Georges Lee pourrait dire à cet enfant de 5 ans que je suis fière d'elle. Parce que c'est comme un cheminement, passé de 5 ans à mon âge aujourd'hui. Je vois que l'enfant de 5 ans a appris beaucoup de choses en grandissant. Donc, à cet enfant de 5 ans, 10 ans, 15 ans, j'ai dit précisément 15 ans, parce que c'est à partir de 15 ans que j'ai découvert qui je suis en termes d'orientation sexuelle, en termes d'identité de genre. C'est à partir de 15 ans. Donc, je dirais à cette petite fille de 15 ans qui avait l'air d'un garçon manqué, qui ne se laissait pas marcher sous les pieds, je lui dirais que beaucoup de courage et je suis fière d'elle. Voici ce que cette petite fille de 15 ans est devenue aujourd'hui, qui est moi-même juste en face de toi. Un honneur pour nous de t'avoir au Canada. On espère que bientôt d'autres personnes t'y rejoindront. Oui, j'attends ma partenaire que je salue. Je sais qu'elle va aimer le balado. C'est quelqu'un qui m'a appuyé depuis le début jusqu'à la fin. C'est quelqu'un qui ne savait pas que j'allais choisir le Canada, mais qui avait risqué, qui avait pris la décision de me choisir au-delà de tout son bien-être, de tout ce que quelqu'un d'autre pourrait l'offrir, de tout ce que pourrait dire la famille, au-delà de ses amis qui lui ont abandonné. Je salue son courage et elle continue bien sa route pendant que je suis là. Elle continue ses études et je pense que bientôt on aura la chance de se réunir, son fils et mon fils, et pour pouvoir vraiment fonder la famille qu'on a toujours souhaité fonder en Haïti, mais qui était impossible. C'était Des mots sur des mots. Productrice, Nathalie Nadon. Productrice au contenu, Janie René. Réalisateur, Louis-Philippe Galland. Animatrice, Faiza Abdallaoui, Mathilde Douchegnon et Nathalie Nadon. Preneur de son, Marin Stemelen. Identité visuelle, Marie Rauque. Musique originale, Janie René et Louis-Philippe Galland. Musique additionnelle, Mehdi Cayenne, Wesley et Josie. Cette série balado est produite par DMC Productions pour le Colibri Centre des femmes francophones du comté de Simcoe et profite de l'appui financier du gouvernement de l'Ontario. Vous n'êtes pas seul. Des organismes sont là pour vous aider. Si vous nous écoutez dans la région de Simcoe, en Ontario, vous pouvez prendre un rendez-vous virtuel ou en personne avec une intervenante de Colibri Centre des femmes, notre partenaire, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, composez le 705-797-2060 ou écrivez à info@centrecolibri.ca. Si vous nous écoutez d'ailleurs en Ontario et que vous avez besoin de soutien, contactez la ligne de soutien FAMED, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au 1-877-336-2433. En cas d'urgence, faites le 911. Si vous avez besoin d'appui ou d'écoute au sujet de la communauté LGBTQ partout en Ontario, communiquez avec l'équipe de Franco Queer, ChamplainHealthline.ca, Max Ottawa et le Rainbow Health Network.